Dans l'actualité de ce vendredi, le groupe parlementaire CDP face à la presse ce matin. Après la première session ordinaire de l'année, les députés du CDP reviennent sur certains couacs constatés dans les procédures de vote des lois, mais ils ont aussi été interrogés sur la crise aiguë que traverse le parti. Vous entendrez leur position. Après 10 années d'existence et de mission auprès des communes et des régions, le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales fait le bilan de son action tout en réfléchissant sur les nouvelles orientations à donner à cette institution. Ce n'était pas gagné d'avance et pourtant des résultats sont là. Ils sont 6 et ils font partie des enfants retirés de la rue et placés dans les centres d'accueil grâce au programme de retrait lancé par le ministère en charge de la solidarité nationale. Et ils ont réussi à leur examen, 3 au CEP et 3 au BEPC. Tout un aboutissement. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à ce 19h30. Certaines procédures inhérentes au vote des lois à l'Assemblée nationale ne seraient pas respectées. La faute à des manœuvres exercées parfois par le gouvernement. C'est l'analyse que fait le groupe parlementaire CDP au terme de la première session ordinaire de l'année. C'était face à la presse ce matin. Un exercice au cours duquel, comme il fallait s'y attendre, la question sur la crise que traverse le parti est immanquablement revenue. Rémi Lambert-Nébier. En prenant place pour cette conférence de presse, le groupe parlementaire CDP ne se doutait point que la crise qui secoue le parti allait s'inviter au débat. La question est d'ailleurs aussitôt soulevée par le groupe de journalistes présents. Si ça affectait le travail parlementaire, vous allez entendre qu'il y a eu un groupe CDP PIS ou un CDP ou un CDP quoi. Non, ça n'affecte pas le travail parlementaire. Nous travaillons avec notre parti, nous travaillons avec le groupe parlementaire, il n'y a pas de problème particulier. Nous n'avons aucune dissidence à notre sein par rapport à l'équipe parlementaire de notre parti. Maintenant, le parti, c'est un autre dossier. Donc, soyez tranquilles. Pour l'instant, sur la cohésion du groupe, il n'y a pas de souci. La déclaration liminaire a été totalement discutée ensemble et nous l'avons adoptée ensemble. Cette mise au point faite, place à l'ordre du jour l'analyse des procédures législatives qui président à l'examen et au vote des lois. Pour le groupe parlementaire CDP, l'Assemblée nationale a du mal à maîtriser son agenda et il indexe l'exécutif comme responsable des manquements constatés. Si ce n'est le dépôt des dossiers qui interviennent en retard, ce sont les demandes intempestives de report des séances. Le président de l'Assemblée lui-même a plusieurs fois pointé du doigt ce phénomène au cours des réunions de la conférence des présidents. Nous sommes fondés de croire que l'exécutif n'a aucune considération pour l'institution parlementaire et cela peut être considéré comme un manque de respect pour le Parlement et ses membres. Et ceci devrait en tirer les conséquences politiques. Les critiques, le groupe parlementaire CDP les ont aussi formulées à l'encontre de certaines pratiques internes. C'est lorsque les députés, pour une raison ou pour une autre, quittent l'hémicycle. Et puis maintenant, dans la comptabilisation des voix, pour ou contre l'adoption de la loi, on comptabilise leurs voix comme ayant voté pour. Nous disons que ce n'est pas juste. Mais comme le règlement ne se prononce pas là-dessus, nous suggérons que, parce qu'il y a une commission ad hoc qui travaille actuellement sur le règlement, nous suggérons que cette commission prenne en charge cette question pour la clarifier. On reprochait à des députés d'avoir participé aux travaux des commissions générales et qui viennent maintenant en plénière pour prendre une autre position. Mais c'est ça le jeu normal. L'enjeu politique, c'est le débat en séance plénière. Donc on ne peut pas reprocher à un député d'avoir adopté un rapport purement technique en commission, d'avoir une position politique différente en séance plénière. Suite à la déclaration d'incompétence de la procureure du Faso à engager des procédures judiciaires à l'encontre de certains membres et anciens membres du gouvernement, le groupe parlementaire CDP invite Maïsa Sérémé à saisir diligemment l'Assemblée nationale afin qu'elle transfère le dossier à la Haute Cour de justice. Elle a été créée il y a 10 ans avec pour mission de booster le développement des collectivités territoriales
par le financement des projets dans les communes et dans les régions. Le FPDCT marque un arrêt après une décennie d'activité. Donc, le temps pour cette institution de faire le bilan de son action et surtout de se projeter sur les 10 prochaines années. Luc Papelgem. De 2008 à 2018, le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales a injecté plus de 100 milliards de francs CFA au financement de 10 000 projets au profit des communes du Burkina Faso. Ce fonds, dans sa mission de financement des programmes prioritaires de développement des collectivités, de contribution au renforcement de leurs capacités opérationnelles, se présente comme le bras financier de la décentralisation. 2019 consacre la décennie d'existence du fonds. 10 ans à mobiliser des ressources pour financer les projets structurants des collectivités territoriales. 10 ans pour contribuer au renforcement des capacités opérationnelles des collectivités territoriales. C'est ce travail que le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales, qui est l'instrument étatique d'accompagnement des collectivités territoriales, s'évertue à faire depuis 10 ans. C'est là notre mission. Nous en sommes conscients. C'est pourquoi nous souhaitons que chacun de vous puisse, à son niveau personnel, nous accompagner afin que nous puissions tous ensemble aider à ce que la vision prospective de la décentralisation soit une réalité à l'horizon 2040. Le chemin parcouru fait ressortir des points de satisfaction, mais des réformes s'imposent pour que le fonds permanent soit plus opérationnel. Le fonds s'est forgé une expertise à travers la transparence, la sécurité, la traçabilité, l'efficacité et la redevabilité dans la gestion des ressources allouées aux collectivités territoriales. La structure continue donc constitue de nos jours une interface crédible dans le financement des collectivités territoriales. Au 10e anniversaire du Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales, plusieurs activités sont prévues, dont des colloques dans les 13 régions du pays, une caravane de presse afin de permettre aux journalistes de s'imprégner des réalisations du fonds, des plantations d'arbres et un don de sang. La lutte contre le chômage investit le champ du numérique. Le gouvernement multiplie les initiatives pour encourager les jeunes à créer des start-up dans ce secteur. Avec l'appui de la BAD, une structure d'encadrement et d'accompagnement a été mise en place. L'incubateur Coélite a été lancé hier. Le compte rendu d'Rémy Limbert-Nébier. Lorsque la Banque mondiale paraphait un accord de financement de 12 milliards de francs CFA avec le Burkina Faso en mars 2017, c'était non seulement dans l'optique de promouvoir l'usage des techniques de l'information et de la communication, mais aussi l'espoir de voir éclore des structures qui impulsent l'innovation dans le numérique, comme l'incubateur Keolite. Cet incubateur, né d'un partenariat public-privé, sera en même temps un laboratoire de développement d'applications utiles pour le Burkina Faso et une pépinière de start-up dans le secteur de l'économie numérique. C'est un programme ambitieux d'accompagnement de start-up dans le domaine numérique en utilisant les technologies libres, les technologies ouvertes, telles que le open source et le open hardware. Donc, à la longue, nous voulons fabriquer des prototypes, non seulement informatiques, mécaniques, mais aussi qui vont permettre d'accompagner en fait les différents secteurs tels que la santé, l'éducation, mais prioritairement le domaine rural. Notre objectif, c'est de créer une cinquantaine d'entreprises numériques à forte valeur ajoutée qui vont non seulement accompagner les secteurs prioritaires, dont le secteur rural au Burkina. Pour le gouvernement, la création de ces types d'incubateurs participe à sa politique de résorption du chômage des jeunes. C'est le problème de l'emploi que nous cherchons à résoudre. Le problème de l'emploi des jeunes, le problème de l'emploi des femmes. Et je pense qu'avec tout ce qui se fait aujourd'hui, nous avons des raisons d'être satisfaits. En cela, je voudrais encourager tous les jeunes qui ont des initiatives, qui sont porteurs de projets, qui pensent qu'ils peuvent faire quelque chose pour le développement du Burkina Faso, à s'intéresser à cette opération que nous venons de lancer pour que nous puissions un jour les retrouver employeurs quelque part en train de mobiliser des ressources pour pouvoir accompagner ce que le gouvernement met et pour pouvoir réussir le développement de notre pays.
Plus de 1000 jeunes devront bénéficier de l'appui de cet incubateur. Pour être à la hauteur de sa mission, l'incubateur Keolide compte s'inspirer des expériences les mieux éprouvées à l'international. Nous sommes accompagnés par des partenaires très importants, notamment Akinetic en France, qui a développé plus d'une centaine d'entreprises en France dans ce même domaine depuis près de 10 ans. Nous travaillons aussi avec la Fab Foundation, une branche du MIT, Massachusetts Institute of Technology aux États-Unis, avec qui nous allons développer un laboratoire de mécatronique qui va permettre de fabriquer des prototypes. Donc nous avons choisi d'aller avec ces deux partenaires très importants qui ont démontré en fait et fait des résultats dans d'autres pays. Nous allons développer vraiment des solutions qui vont apporter le développement au Burkina, qui vont faire que nos agriculteurs, par exemple, ne vont pas continuer à labourer avec la daba, mais avoir des machines agricoles connectées. C'est notre objectif. Les futurs incubés seront sélectionnés par appel à projet lancé ce 18 juillet sur les réseaux sociaux et sur Internet. Des tests de recrutement seront également effectués tous les 2 mois. De cet incubateur émergeront peut-être des start-up dans la filière carité, une filière très importante de par son volume de production et sa capacité d'employabilité. Et pourtant, elle est confrontée à d'énormes difficultés, notamment en termes de commercialisation et de transformation de ses produits. Pour faire face à la situation, un projet d'appui à la compétitivité des produits de la filière carité a été initié. Il a été lancé hier. Sandrine Zougouri. Avec une production annuelle de plus de 1 million de tonnes d'amandes, la filière carité a un potentiel important. Secteur porteur d'emploi, elle contribue à l'autonomisation de 3 millions de femmes. Mais aujourd'hui, la filière rencontre de nombreuses difficultés, notamment liées à la transformation et à la commercialisation. Nous avons identifié l'ensemble des difficultés inhérentes donc à la question de la transformation. Et l'une des questions qui reste, c'est la question de l'écoulement de nos produits. Et quand on parle d'écoulement de nos produits, il faudra regarder l'ensemble des choses qu'il faut faire pour que ces produits donc, puissent être vendus et commercialisés normalement en termes de respect donc, des normes, mais aussi parce qu'il y a certainement d'autres pays, d'autres acteurs qui proposent donc les produits sur le marché. Donc la question de la compétitivité devient essentielle. Ça devient donc quelque chose qu'il faut définitivement solutionner. C'est d'ailleurs pour faciliter cette exportation que toute la chaîne de valeur de carité s'engage pour mettre en place le projet d'appui à la compétitivité des produits de la filière carité. Un projet pour améliorer l'accès des produits du carité aux marchés nationaux et internationaux. Déjà, le titre du projet d'appui à la compétitivité des produits de la filière carité, c'est un bon thème et ça nous donne espoir. On pense réellement que ça va nous appuyer pour rendre nos produits plus compétitifs. Et ça, c'est un problème essentiel au niveau de la transformation au Burkina, parce qu'on ne transforme pas beaucoup d'abord. On a beaucoup de matières premières, notamment au niveau de notre filière. Il faut transformer beaucoup. Ensuite, il faut faire la qualité, parce que nos produits, des fois, ne sont pas toujours à la hauteur de ce qu'on attend. D'un coût global de 1 milliard de francs CFA, le projet d'appui à la compétitivité des produits de la filière carité au Burkina Faso est financé à 43% par la coopération luxembourgeoise. C'est la première fois que Luxembourg investit, contribue à cette filière. C'est une filière qui bénéficie surtout aux femmes et aux jeunes. Donc ça, c'est une autre raison pourquoi on a pensé qu'on voulait faire ce projet. Et troisièmement, un volet très important, cet appel en fait s'inscrit dans un appel du gouvernement en 2018 sous la ministre Koulibaly. À l'époque, c'était une conférence internationale des PTF, pour les PTF, sous la ministre Koulibaly pour la transformation agro-silvopastorale. Donc toute l'idée de ce projet est de contribuer à la transformation du carité au Burkina Faso même. La filière carité a pour le moment un taux d'exploitation estimé à 32%. Et la mise en œuvre de ce projet qui couvre la période 2019 à 2021 viendra booster ce secteur car le projet répond à la stratégie nationale de promotion des exportations.
De l'agriculture, on passe à l'énergie renouvelable, un secteur où l'entreprise Moustakbal Négoce compte jouer les premiers rôles en termes d'offres, mais aussi en termes de formation. Et c'est tout le sens des 96 heures des journées portes ouvertes qu'elle a organisées. Sandrine Zougouri. Des plaques solaires, des tubes LED conçus pour l'éclairage commercial, des pompes à énergie solaire pour faciliter l'irrigation et des batteries MES Powerbank AGM. C'est une diversité de produits solaires exposés dans les locaux de Moustakbal Négoce. Nous sommes aux 96 heures de l'entreprise. Nous avons organisé 96 heures des journées portes ouvertes pour présenter notre entreprise, effectivement, et également présenter des produits et services que nous offrons à la population Kinabé. Il s'agit notamment des équipements solaires, comme des panneaux solaires, des batteries solaires, des convertisseurs chargeurs MPPT et bien d'autres produits. Et également aussi faire le lancement de notre produit qui est Mesh Énergie, qui est un produit, qui est un label, un produit de la maison. Avec un taux d'électrification de 20% sur le plan national, le gouvernement à lui seul ne peut booster le secteur de l'énergie. C'est pourquoi il renouvelle son engagement à toujours soutenir de telles initiatives au regard de l'insuffisance des infrastructures solaires. Nous pensons que nous ne pouvons pas dormir sur nos lauriers. C'est de travailler à ce que l'ensemble des acteurs comme Moustakbal, qu'ils soient du privé comme du public, qui peuvent contribuer à promouvoir cette énergie, à rendre l'énergie accessible aux populations, à les accompagner à notre façon pour que cette énergie soit véritablement disponible. Et je préfère accompagner, être aux côtés d'un jeune qui cherche des clients par rapport à un jeune qui cherche des patrons, à des jeunes qui cherchent des patrons, c'est-à-dire des jeunes qui cherchent à être employés. Énergie renouvelable, porte-flambeau de la renaissance énergétique, c'est sous ce thème que se tiennent ces journées portes ouvertes. Évoluant dans les énergies renouvelables, l'entreprise Moustakbal Négoce, c'est aussi la formation professionnelle. Nous formons non seulement des techniciens électriques en les convertissant à des techniciens solaires, il y a aussi des formations que nous offrons à des instituts, et également que je peux citer par exemple Barfoot College où nous avons formé l'équipe qui est chargée de conduire le projet. Et il y a bien d'autres projets que nous avons eu à réaliser. Je veux parler aussi des centrales solaires des Actuali auxquelles on nous a sollicité notre expertise. À cette cérémonie de lancement, l'entreprise a fait parler son cœur. Un équipement solaire a été offert à la mairie de l'arrondissement 5 de la ville de Ouagadougou. Identifier les besoins des populations, proposer des solutions, Moustakbal Négoce a pour ambition de rendre l'énergie solaire accessible à tous. Il y a presque un an, la ministre en charge de la solidarité nationale lançait l'ambitieuse opération de retrait des enfants de la rue afin de les placer dans les centres d'accueil. Eh bien, si cette initiative a connu d'énormes difficultés, aujourd'hui, les résultats sont là. 6 parmi ces enfants, 3 pour le CEP et 3 pour le BEPC, ont réussi à leurs examens et c'est tout logiquement qu'ils ont été célébrés ce 19 juillet. Sandrine Zougouri. Fumeur, Alexandre Kaboré avait une vie carrément différente des enfants de son âge. En situation de rue en son temps, il a eu la chance de tomber un jour sur l'équipe de Laurence Marshall Ilboudou. Il est ainsi retiré et inséré dans un centre d'accueil où il s'est repenti. Un changement à la base de sa réussite au BPC. Très heureux, il regrette sa vie de débauche. Je fumais la cigarette, mais j'ai laissé la cigarette. Donc, quand je suis allé là-bas, dans le centre de Fada, j'ai pris conscience. Donc, je me suis mis au travail. Je pense que si je continue comme ça, ça va aller. Je suis très content parce que madame la ministre est venue nous voir. Puis, elle a offert des prix
Scolarisé dans le cadre du projet de retrait des enfants en situation de rue, il n'est pas le seul lauréat. 5 autres élèves ont réussi à leurs examens scolaires, dont 3 au CEP et 2 au BPC, ce qui fait un total de 6 élèves admis. Selon le responsable des encadreurs, l'atteinte de ces résultats fut un parcours du combattant. La véritable difficulté, c'est au début, quand les enfants sont arrivés, il fallait d'abord qu'à notre niveau, nous puissions faire un travail pour les stabiliser. Les stabiliser maintenant avant de les réorienter vers des internats pour une prise en charge beaucoup plus appropriée. Et donc, comment on appelle ça, ce travail? C'est un travail de longue haleine avec beaucoup de difficultés. Bon, les difficultés, entre autres, je peux retenir, comment on appelle ça, l'indisponibilité de certains parents, parce que ça n'a pas du tout été facile et il faut travailler à négocier l'adhésion du jeune pour pouvoir l'accompagner. Mais nous y sommes arrivés avec, comment on appelle ça, l'accompagnement éducatif auprès des enfants et l'interpellation des parents. Bon, ils ont fini par souscrire à nous accompagner et c'est ce qui fait le résultat que nous engrangeons aujourd'hui. À cette journée d'excellence des enfants du centre d'accueil d'urgence, leur mère adoptive, Laurence Marshall-Ilboudo, était très touchée par ces résultats spectaculaires réalisés en moins d'une année. Elle encourage ses enfants qui ont besoin d'affection à toujours être des combattants. Et je suis très heureuse parce que nous avons donné des instructions pour que les vélos soient des vélos hommes et des vélos adaptés. Et vous avez vu la qualité du vélo pour dire que c'est le même vélo que je donnerai à mon fils, que je donnerai à ses enfants parce que je les considère comme étant mes enfants au même titre que mes enfants biologiques et que tous les enfants du Burkina Faso devraient avoir les mêmes droits et devraient être traités de la même manière. Encouragés par le corps enseignant, ces élèves font la fierté des centres d'accueil d'urgence. Une plantation d'arbres a également marqué cette journée qui reste gravée dans la mémoire de ces enfants. Pour joindre l'utile à l'agréable, la ministre a partagé un déjeuner de solidarité avec les pensionnaires du centre. Et on écoute maintenant la ministre en charge de la solidarité nationale, Hélène Ilboudo Marshall, revient justement sur les acquis de cette opération de retrait des enfants de la rue lancée en août 2018, mais aussi sur les difficultés qu'elle a rencontrées. Actuellement, nous avons eu plus de 2000 enfants touchés, 2000 enfants que nous avons sensibilisés. Sur les 2000 enfants, nous avons un pourcentage à peu près de 10% qui sont repartis en réconciliation familiale. Qui sont allés. Il y a d'autres qui sont allés en réconciliation familiale, ça n'a pas marché, ils ont fugué. Bon, ils ont fugué, c'est pas seulement pour dire qu'ils sont repartis dans la rue, ils peuvent avoir fugué et puis travailler, mais on ne les voit plus sur le territoire de Ouagadougou. Sûrement, soit ils ont fugué, ils sont partis sur un autre territoire, ou soit ils se sont adaptés, ils travaillent maintenant. Et nous avons aussi des enfants que nous avons pris pour mettre dans nos centres, des enfants les plus difficiles, où nous avons mis à Orodara et à Gampela. Et aujourd'hui, c'est les résultats de ce que vous voyez ici. Et d'autres sont là-bas pour être présentés l'année prochaine au CQP. Donc, vous avez le document. Et dire qu'en globalité, nous avons à peu près 76% de réussite pour moins d'une année. C'est un miracle. Et je pense que c'est la volonté politique qui accompagne cela. C'est la volonté des acteurs opérationnels, ça veut dire tous ceux qui travaillent là-dedans. Et c'est la volonté du peuple, parce que vous voyez que c'est un projet très attendu de nos populations à accompagner ce projet. Et vraiment, je voudrais remercier la population et leur demander de toujours nous accompagner, parce que ces enfants sont nos enfants. Ces enfants, c'est l'avenir de Burkina Faso. Vous savez, la prise en charge de ces enfants est d'une manière holistique. Il ne faut pas seulement voir l'acte de retrait. Il faut aussi prévenir le décrochage des enfants. Prévenir comment? Permettre aux foyers de maintenir leurs enfants. Aujourd'hui, nous allons faire bientôt le lancement du projet filets sociaux qui est de transférer des ressources aux ménages, aux femmes, pour qu'elles puissent faire des activités génératrices de revenus afin de s'occuper de leurs enfants à la maison. En plus de cela, nous avons le projet PIAF qui aide à l'autonomisation intégrée des femmes en renforçant leurs capacités et en les accompagnant dans la formalisation de leur entreprise ou dans la mise à disposition de ressources pour qu'elles puissent travailler. Et en plus de cela, nous avons aujourd'hui le nouvel organigramme de notre département déployé des agents sociaux dans les communes pour prévenir les décrochages dans les lycées, prévenir les décrochages dans les familles. Dire aux familles que l'éducation d'un enfant reste une patience et la persévérance.
Voilà, ces élèves qui viennent d'être récompensés, vous les avez vus, feront peut-être partie dans les années à venir des futures promotions de l'UFR, Lettres, Arts et Communication de l'Université Professeur Joseph Kizerbo. Les meilleurs étudiants de ce département ont eux aussi été distingués pour leur acharnement au travail. Alexis Belebnaba, Arsène Koditambe. La culture de l'excellence, voilà l'objectif de cette cérémonie de distinction de ces meilleurs étudiants qu'organise l'UFR-LAC. Ils sont plus de 36 étudiants des licences 1, 2 et 3 de l'unité de formation et de recherche en lettres, arts et communication, dont les moyennes vont de 13 à 17,83, qui ont bénéficié chacun d'un dictionnaire, d'un kit et d'une enveloppe financière. Il est important que l'université, qui est un maillon essentiel, un des maillons essentiels de cette excellence, que nous puissions instaurer une culture de l'excellence au sein du campus. Et c'est pour nous l'occasion de créer une sainte émulation entre les jeunes et que nous puissions reconnaître les mérites des uns et des autres. Et je crois que c'est dans ce cadre que cette soirée a été organisée et que nous avons placé sous le thème de jeunesse et citoyenneté, pour dire que l'acquisition du savoir doit également servir à la société et il est important que nous ayons des modèles, non seulement au niveau des enseignants, mais que les étudiants entre eux aussi aient des modèles et que ces modèles-là soient connus. Le parrain de la cérémonie exhorte le corps enseignant et les étudiants à la culture de l'excellence. Il appelle les lauréats à être des artisans de la construction de l'édifice commun. Si nous voulons aller loin, je pense qu'il faut multiplier ce type de nuits qui doivent être les lumières, et non pas des nuits mais des jours, qui permettent d'éclairer le chemin du développement. Parce que c'est ça, et surtout c'est dans le contexte tout à fait indiqué où ça devrait être, qui est l'université, qui est donc, évidemment, comme vous le savez, le creuset du savoir. Et dans le savoir, il faut naturellement aussi hiérarchiser en mettant en valeur un peu plus l'effort. Parce que l'excellence, c'est celui qui a travaillé plus que les autres, qui a le plus de mérite que les autres. Et la société moderne, en tout cas telle à laquelle nous aspirons, se construit naturellement par la mise en valeur de ce qui est bien. C'est ce que je leur dis. Je dis à partir du moment où ils ont été lauréats, ils ont la lourde responsabilité de ne plus baisser les bras. Parce que quand on a été excellent une fois, on doit être excellent toujours. Parce que c'est comme ça que commence le leadership. L'organisation de cet événementiel s'inscrit dans la vision stratégique de l'Université Joseph Kizerbo d'être un pôle de services performant et compétitif en Afrique à l'horizon 2033. Cette nuit de l'excellence de l'UFR-LAC, placée sous le thème jeunesse et citoyenneté, est à sa première édition. Voilà, et c'est la fin de ce journal que j'ai pris grand plaisir à vous présenter. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité renouvelée. Bon début de week-end.